Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors, je voulais faire une petite vidéo de géopolitique, hein, pour énerver les gens un peu, parce qu'on vient de me dire, là je vois des posts sur mes vidéos YouTube, alors c'est quelle légitimité j'ai, je suis un pilier de bistrot, va retourner pousser des poids. Alors vraiment c'est du mépris de bobo, alors vous voyez, hein, espèce de penseur de prise unique. Vous voyez déjà, on voit, moi je suis un intellectuel, ils pensent ça, toi tu es aux prises uniques, toi tu pousses des poids, donc il y a une dichotomie entre le corps et l'esprit, hein, pour eux, hein, on peut être ou un penseur ou quelqu'un qui fait du sport. On est loin de la pensée grecque antique, hein, ce sont des connards, des petits connards de français, j'imagine que c'est du petit bobo merdeux de la classe moyenne diplômée, qui a un poste à chier, qui ne trouve pas de poste, qui est entretenu par papa-maman et qui se prend pour un intellectuel parce qu'il lit les journaux et regarde les informations et qui fait rien de sa vie et qui critique tout le monde parce qu'en fin de compte, il ne peut pas agir dans sa propre vie. Donc c'est en général une petite merde de français lâche, hein, courageux derrière son ordinateur. Hein, alors c'est tout le temps les mecs qui t'insultent. C'est très bien en France, ils sont très forts là-dessus, hein, pour insulter les gens, pour, euh, pour menacer, pour te traiter de con, d'inculte. Mais alors, eux, dans la vie, ils font rien en général, hein. Moi, je signale quand même que moi, ma vie, je l'ai bouffée, je l'ai vécue, hein, et je l'ai vécue dans le monde entier. Donc voilà, alors quelle légitimité j'ai? Alors j'en ai autant que Bernard-Henri Lévy, hein, ou bien que la petite pétasse de Sciences Po qui a été parachutée à TF1, hein, parce elle suce des bites. Voilà. Alors j'explique que moi, la légitimité, je la prends et j'ai pas besoin qu'on me la donne, hein. Alors l'avantage, c'est que maintenant il y a Internet. Et mon vécu et mon expérience de vie qui est maintenant assez grande vu que j'ai 47 ans, hein, j'ai vécu dans toute l'Europe et j'ai vécu aussi un peu en Afrique. Donc j'ai une expérience de vie et je vois par mes yeux et je ne suis pas qu'un abruti qui fait que lire les informations ou qui écoute ce qu'un un site qui regarde les sites d'information sans se bouger le cul, hein. Moi, je vais tester la vie sur le terrain, j'explique quand même, hein. Donc voilà. De plus, je ne suis pas un pilier de bistrot, je n'arpente pas les zincs, je ne bois pas d'alcool, je fais du sport et je fais des affaires avec le monde et j'entretiens et je fais vivre ma petite famille. J'essaie de la faire vivre avec toutes les difficultés que ça comporte pour moi, hein, et comme pour tout le monde. C'est jamais facile sur Terre. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était pour dire ça. Donc on a une bande de connards inactifs en France, hein. C'est encore cet esprit de caste minable. Euh, c'est moi, je suis un intellectuel. Toi, tu es un pauvre con qui ne fait rien de ta vie, hein. Encore un pays de caste où le bobo, en général, meurt où il naît, hein. Ça veut dire qu'il naît classe moyenne minable entretenu par ses parents. Il se veut un révolutionnaire et un gaucho. Mais en général, c'est un petit con qui récupère l'argent de ses parents pour faire un crédit, acheter un appartement après avec sa femme dans un petit boulot qui a été donné par papa et maman, je sais pas moi, à GDF ou bien à Gaz de France, ou bien je sais pas à la SNCF. C'est toujours comme ça, hein. Donc, bande de petites merdes, vous n'avez rien fait de votre existence, vous n'êtes ni monté ni descendu, vous êtes resté à votre place. C'est le syndrome français, le syndrome de l'huître, hein, ou de la moule si vous êtes une femme. Donc vous êtes à un endroit et vous y resterez tout le temps, hein. Même s'il n'y a plus d'eau et même s'il y a une baisse des océans, ça vous allez y rester, bande de connards. Je supporte plus, hein, parce que vous bougez pas votre cul et vous faites rien bon qu'à critiquer. Alors il y a des gens bien, mais vous, je vous supporte plus. Voilà. J'espère que vous allez quand même changer un peu. Donc voilà, alors je voulais parler un peu justement de l'Asie centrale, de l'Afghanistan. Alors je voulais parler de ça parce que les mecs disent ouais, tu fréquentes des agents secrets prétentieux. Tu serais capable de bouger en cas d'attentat. Ben oui, effectivement, je fais partie des gens qui sont désinhibés à certains niveaux. Quand j'ai peur et quand j'ai du stress, je fais partie de ces gens-là, je le connais. Donc je suis capable d'agir. La preuve, mon casier judiciaire. Voilà. Heureusement, je suis fier d'avoir pris 3 mois de prison avec sursis parce que c'était pour sauver la vie de quelqu'un. Donc je l'aurais fait et je le referai, même s'il fallait passer par-delà les lois, hein, je le signale quand même. Donc voilà. Donc ensuite, oui, effectivement, vu que j'ai pas une vie d'huître, hein, ou une vie de moule, hein, donc accrocher un support qui reste à sa place et qui attend que l'eau lui apporte de la bouffe, hein, ben moi je vais chercher ma nourriture, je bouge dans l'Europe et effectivement j'ai fréquenté des agents secrets. C'est pas du tout comme on peut croire, c'est pas des 007 ou très rarement. J'ai connu un exécuteur, mais c'était très rare, j'en ai connu quelques-uns. Un vieux de la vieille de l'époque de Pompidou, euh, qui était sous couvert. Je ne vais pas parler parce qu'il n'est pas mort, donc je ne vais pas expliquer comment il faisait. Donc effectivement, j'ai connu
des gens des services, hein, à l'époque de la guerre au Kosovo, hein, à l'époque de la guerre comment ça s'appelle, de Serbie, hein, avec cette histoire, bon, les mecs étaient parachutés là-bas, alors c'était pas du tout pour ce qu'on croit, hein. Les mecs étaient même venus chez moi, c'était un ami qui était sur l'Europe centrale et qui avait balancé, à l'époque c'était les ordinateurs, il n'y avait pas Facebook et pas tout ça, hein. Peu de gens avaient des ordinateurs, j'en avais un lent à la maison, il était venu, oh Fred, tu peux l'utiliser, et il avait balancé, c'était à l'époque il y avait la gauche, la droite, j'explique un peu comment ça se passe, hein, parce que beaucoup de gens sont des cons, ils ne comprennent pas, alors c'est des services secrets, ils sont balancés par les services, il y a des luttes entre services en France, parce qu'il y a la gauche, la droite, hein. Quand les mecs sont balancés par exemple au Kosovo, à l'époque ils touchaient 16 000 francs par mois, 16 000, 16 000 ou 60 000 francs par mois, je me souviens plus. 60 000, non, 16 000, bon, 60 000 francs par mois, je me souviens plus, c'était des sommes énormes pour travailler là-bas. Et comme il y a des luttes entre la droite et la gauche, les mecs sont nommés là-bas, touchent beaucoup d'argent, et bah, ils s'en veulent, et le mec était en vérité un agent, alors je me souviens plus si c'était un agent socialiste ou un agent, à l'époque c'était pas l'UMP, c'était le PR je crois, alors, je ne sais plus, ça ne m'intéressait pas. Et puis il avait balancé la nana qui était responsable de la diplomatie là-bas en disant oui, elle se comporte pas mal. Il avait utilisé mes ordinateurs pour faire ça, alors sous couvert d'être un formateur de la police nationale, de la police euh, kosova, kosovare à l'époque. Donc voilà, vous voyez, tout le temps les aides, ce sont des postes bidons qui sont en vérité des postes d'observation. Mais en vérité, c'était des postes d'observation pour balancer les mecs de ses propres services et de la France. Dans les luttes de service, il y a des luttes de service. Donc il avait mis il avait tout balancé de chez moi sur les sites des ministères, et à l'époque il y avait poubelles, et ils ne savaient pas que les poubelles il fallait les effacer après, et un jour j'ouvre la poubelle et puis je vois toutes les balances, ils avaient balancé tous les services là-bas, alors un tel fait pas ci, un tel fait pas ça, donc c'est pas souvent glorieux, hein, faut que les gens retournent sur terre, hein. J'ai connu aussi des exécuteurs, euh, donc bah, c'est évident qu'avec un métier comme le mien où je bouge, où je suis indépendant, où je sors le soir, je suis pas métro, boulot, dodo avec un rythme, hein. Donc c'est évident que j'ai croisé des gens, hein, mais j'en croise pas tous les jours. Donc voilà. Donc je vais parler un peu de l'Asie centrale parce que on ne parle pas tout le temps de cette région, hein, et c'est une des grandes causes de l'instabilité mondiale, hein. C'est l'Asie centrale, hein, tout ce qui est autour de la Caspienne, hein, c'est on va dire le nœud gordien. Et c'est là vraiment le gardien économique, hein. C'est un des points, des zones stratégiques mondiales, parce que des grandes réserves de gaz, hein, dans la Caspienne, hein, autour de la Caspienne avec le Turkménistan, et des grandes réserves de pétrole, hein. Donc c'est pour ça que c'est une zone qui intéresse tout le monde, hein, et c'est pour ça que la France se trouve en Afghanistan, se trouvait en Afghanistan, c'est pour ça que maintenant c'est fini, moi je l'avais prévu, hein. J'avais expliqué que quand le Turkménistan allait tomber, hein, si le Turkménistan retombait aux mains des Russes, hein, l'Afghanistan n'avait plus on n'avait plus besoin d'être en Afghanistan, les Américains n'avaient plus besoin d'être en Afghanistan, et c'est pour ça d'ailleurs que quand c'est tombé, j'ai dit les Américains vont partir, et ils sont partis, hein, parce que le Turkménistan, l'Afghanistan n'a d'intérêt, hein, que pour extruder le pétrole et le gaz turkmène. Voilà. Donc j'ai parlé un peu de tout ce problème de la Caspienne, hein, qui est autour de la Caspienne, avec quelques petites anecdotes aussi de ma vie, parce que j'ai une vie quand même qui est entre guillemets aventureuse, hein. Je n'ai jamais tué personne, j'ai la gueule à des gens, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas forcément au niveau législatif bien connotés, hein. Mais je suis un garçon droit, et je ne suis pas un menteur. Donc tout ce que je vais dire, alors des fois je peux faire une erreur, oublier un truc, ça peut arriver, mais je suis quelqu'un de profondément droit, hein, faut le savoir, hein. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur, je ne fais pas ces vidéos pour mon ego, je fais ces vidéos pour informer, parce que mon plaisir c'est d'informer. Je suis fait pour ça, vous n'avez qu'à voir mes livres, ce sont des livres d'information, j'ai quand même, on va dire, réformé toute la vision de la culture physique dans le monde, hein, en évitant pas mal de blessures, ainsi que toutes les, on va dire, j'ai une influence énorme sur toute la production cinématographique d'effets spéciaux, euh, effets 3D, et tous les créateurs dans les jeux vidéo m'utilisent, hein, pour animer et pour structurer les figurines. Parce que j'ai un travail de structure, hein, un travail de structure
en anatomie, hein, qui sert en bodybuilding, qui sert en musculation, qui sert pour les sportifs, mais qui sert aussi pour les dessinateurs. Donc j'ai une vision, on va dire, tridimensionnelle, une vision des relations des choses entre elles. Donc c'est pour ça que je vais parler, c'est pour ça que je suis bon en anatomie, donc je suis bon aussi en géopolitique. Hein. Donc voilà, je suis un observateur, si vous voulez. Vous voyez, dans Prison Break, vous avez le jeune qui a une maladie mentale, c'est qu'il voit tous les détails. Ben, j'ai la même, si vous voulez. Et pendant très longtemps, j'ai beaucoup souffert parce que j'arrivais pas à me calmer, je voyais tous les détails. Et jusqu'au dire, merde, j'ai le même problème. Et c'est grâce à un ami, Karim Bakhti, peut-être qu'il est devenu fou maintenant, j'ai appris à me décontracter et à essayer de me calmer des fois pour mieux penser après parce que j'ai accumulé tellement de données que j'avais des problèmes. Donc voilà, on le verra, vous voyez dans mes dessins sont d'une précision extrême, c'est pour ça que je vends des millions de livres dans le monde, parce que mes dessins et ma façon d'exprimer les choses, très claire et très schématique en même temps, et c'est de l'enseignement pur et dur, hein, sous allure artistique. Donc voilà. Donc je vais parler un peu de l'Asie centrale, les grandes réserves de gaz, et une grande partie on va dire une grande partie de l'économie mondiale, on va dire des luttes, hein, entre les États se passent dans cette zone parce qu'il y a beaucoup de calories. Hein. On accuse de tout le temps parler de calories. Ben, la calorie, je pense que c'est la base, parce que si tu n'as pas de calories, tu ne penses pas. Donc, la calorie, c'est la base. Hein. Tu es obligé de te chauffer, tu es obligé de réchauffer ton corps, tu es obligé de manger de la calorie, c'est de l'énergie, et cette énergie, c'est partout sur Terre, les combats, les luttes entre les individus, c'est pour la calorie. Hein. C'est pas pour les beaux yeux de la princesse, c'est toujours pour la calorie et pour pouvoir continuer à vivre, se reproduire et la calorie. Hein. On se reproduit grâce à la calorie. Donc, alors je vais parler un peu de l'Asie centrale. Alors ça a commencé il y a quelques temps. Alors je vais dire pourquoi j'ai connu des gens des services secrets. C'est parce que il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas, à peu près, hein, à 2 ou 3 ans près, il n'y avait pas Facebook. Hein, donc le monde a vraiment changé avec Facebook, qui est une invention fabuleuse. Hein. Voilà, les services secrets sont dessus, mais tout le monde peut communiquer avec Facebook. Et ça a accéléré vraiment les connexions entre les gens et l'accélération et le passage des données, du savoir et la façon des gens peuvent se connecter, même travailler ensemble. Hein. On n'est pas que sur Facebook pour faire un selfie, se montrer en vacances. Hein. Il y a aussi des gens qui bossent sur Facebook, hein, qui communiquent des informations importantes. Donc à l'époque, il n'y avait pas ça. Il commençait à y avoir quelques blogs, et puis on commençait à aller sur les sites internet. Et moi, je faisais déjà de l'anatomie. Donc, et il y avait quelques sites internet, comme à l'époque, c'était Superphysique. Hein, donc c'est ici 7 ans, un truc comme ça, 8 ans, je ne me souviens plus. Je parle de ça. Et sur Superphysique, quand on fait de la muscu, il y a beaucoup de sportifs, il y a beaucoup de militaires qui s'emmerdent en Afghanistan, hein, qui étaient en Afghanistan, et pour pas qu'ils s'emmerdent trop, on les laisse aller sur le net. Maintenant, c'est plus contrôlé, mais à l'époque, les gens n'avaient pas vu que c'était quand même le net, c'était quelque chose qui pouvait être subversif et qui pouvait véhiculer des informations et du renseignement. Un militaire peut, sur le net, balancer un truc sans s'en apercevoir. Mais il peut aussi apprendre des choses. Et les gars, ils étaient sur des sites, il n'y a pas Facebook, mais ils étaient sur les sites de muscu qui, a priori, sont anodins. Hein. Et puis ils disaient, ouais, moi je suis en Afghanistan, je combats contre l'obscurantisme, contre les malades afghans, contre les mecs qui volent leurs femmes, c'est des barbares, c'est des fous. Moi, nous, on est là-bas pour faire. Les mecs étaient persuadés qu'ils étaient en Afghanistan, les soldats qui se battaient là-bas. Hein. Ils communiquaient avec moi. Moi, je suis un PC de la muscu. Puis le mec, il me dit ça. Et je dis, non, mais attends, t'es pas en Afghanistan pour ça. Et puis, je lui ai fait tout un topo sur les réseaux de gaz et les réseaux pétroliers, et je lui ai expliqué que l'Afghanistan était un combat noble, si vous voulez, parce que c'était un combat d'extrusion du gaz turkmène qui était tombé aux mains de l'Occident à l'époque. Et c'est pour ça que les Occidentaux veillaient sur l'Afghanistan, et grâce à l'Afghanistan, ils extrudaient le gaz turkmène qui, lui, ne pouvait pas être dégagé par la Caspienne, hein, vers l'Europe, hein, le gaz et pétrole turkmène, parce que la Russie et l'Iran bloquaient, si vous voulez, avec toutes les républiques russes. Donc le seul moyen de l'extruder, c'était de passer par l'Afghanistan. Alors j'ai fait tout un plan et tout, et ça m'a valu la visite des services secrets. Alors les services secrets, j'étais en France, c'est pas du tout ce qu'on pense. J'ai pas des mecs qui sont arrivés en habit noir, qui m'ont dit, Fred, fais attention, parce que là, le problème c'est qu'il y a des mythes. Hollywood véhicule des mythes qui sont...
c'est du délire, si vous voulez. La vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus, on va dire, on tombe dans ces choses-là d'une façon plus subtile, sans s'en apercevoir. Et les mecs, même qui le font, même les gens des services secrets n'ont pas forcément le sentiment d'être réellement dans le renseignement, si vous voulez. Ils ont une mission à accomplir. Donc, j'ai eu la visite des renseignements américains à cause de ça. Hein. Puis j'en ai discuté après, puis le mec m'en a parlé à l'époque. Ah oui, c'est effectivement Frédéric. Alors qu'est-ce qu'un mec des services secrets américains? Parce qu'à l'époque, il faut dire que j'étais le seul à expliquer ça. Hein. Il n'y avait pas de blog là-dessus. Les seuls blogs qui parlaient de la géopolitique en Asie, on va dire en Asie centrale, et avec ses problèmes de gazoduc, avec ses problèmes. Moi, j'aime bien tout ce qui est géopolitique hein, depuis longtemps. C'était les blogs canadiens qui étaient très très bons. Hein. C'était des blogs subversifs qui expliquaient, parce qu'il y a tout le temps un petit conflit Canada-Amérique, hein, bah, les Américains leur ont siphonné leur pétrole, on va dire, leur pétrole des schistes bitumineux, hein, des sables bitumineux. Donc ils leur ont fait voter des lois bidons pour pouvoir siphonner. Hein, le pétrole canadien est siphonné par les Américains. Donc il y a des conflits avec la législation. Ils aiment les Américains, ils sont de culture un peu américaine, bien qu'ils soient d'origine française et québécois. Alors il y a de très bons sites canadiens-québécois qui parlaient de ça. Et puis il y avait moi qui parlais de ça avec les militaires. Et comme les grandes oreilles américaines sont partout, ils sont venus me voir. Ouais, c'est toi Frédéric qui écrit des livres. Et puis il a commencé à discuter avec moi, être sympa, tout ça. Puis j'ai vu qu'il me posait beaucoup de questions. Et qu'est-ce que tu penses? Puis j'ai tout de suite mis au courant. Moi, les Américains, j'aime bien. J'ai rien contre. D'ailleurs, j'ai rien contre les Américains. Ce sont des patriotes. Ils se battent pour leur pays. Comme je dis, ils sont capables de laisser mourir plusieurs milliers de personnes si c'est leurs intérêts. Hein. Pas même d'Américains. Hein. Ils sont pas. C'est pas des monstres. C'est simplement des gens qui, pour leurs intérêts, sont prêts à tout, même à écraser et faire des milliers et des milliers de morts dans des pays. Donc, ils ne voient que leurs intérêts, hein, à la différence de nous, on va dire nos oligarques français, qui eux ne voient pas l'intérêt de la France, tandis que les Américains, les oligarques américains, voient l'intérêt du peuple américain, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Même s'ils le méprisent un peu, par la magouille, ils achètent l'opinion publique, oui, parce que j'ai expliqué que c'était des protestants. Donc il fallait, quand ils attaquaient un pays, il fallait qu'ils donnent une caution morale, si vous voulez, alors qu'en vérité c'est une caution purement, c'est une raison purement calorique, une raison de pillage, on va dire. Hein. Ils ne cherchent pas la mort du pays, ils cherchent juste à prendre ses calories. Hein. Donc voilà. Alors que nous, nos élites, ont abandonné, si vous voulez, le pays. Notre pays, ils sont aux ordres ou des Américains ou d'Israël. Alors Israël, je n'ai rien contre Israël, hein, mais Israël défend ses intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts de la France. Hein. Donc c'est ça. Donc, et les intérêts américains ne sont pas forcément les intérêts de la France, sauf un certain domaine. Ils le sont parfois, mais des fois ils ne le sont pas. Actuellement, ils ne le sont pas. Ceci dit, c'est un grand pays, l'Amérique. Donc voilà, alors je vais parler encore de l'Asie centrale. Alors j'avais dit ça, donc j'ai eu le droit aux services spéciaux américains qui sont venus, qui ont discuté. Puis après, on a parlé un peu, j'ai parlé un peu de la Somalie, j'ai parlé un peu de Djibouti, j'ai dit je rencontrais les Marines là-bas, j'allais manger chez eux, tout ça. Et puis on a sympathisé, il m'a dit qu'il faisait des missions, tout ça, il m'a expliqué son problème quand il était en France, qu'il était bien en France, qu'il était obligé de cacher sa maladie parce qu'on l'arrête, et puis eux, ils ont leur assurance, si vous voulez, c'est très dur en Amérique. Hein. Il était obligé de bosser, autrement, c'est toi qui payes ton assurance sociale. Donc il avait des boulots, le mec parlait français couramment, et c'était un véritable patriote américain. Et il a vu que j'étais pas un ennemi des États-Unis, que j'étais un homme objectif qui dit la vérité. Voilà. Donc on a parlé combat, on a parlé couteau, on a parlé trucs, et il a vu que j'étais un homme, entre guillemets, un vrai, pas un menteur, pas un mec qui essaie de briller. Donc voilà. Donc j'ai eu le droit aux services spéciaux américains, hein, et c'est pas tout ce que vous croyez. Voilà. C'est pour les cons qui me disent que je ne fréquente pas ces gens, j'explique voilà comment ça se passe. Donc alors j'ai parlé un peu de l'Asie centrale. Alors tout se passe là-bas. Alors il faut savoir que on va parler de l'Afghanistan, ça a débuté, cette histoire d'Afghanistan est longue, hein, mais on va dire que pour les intérêts occidentaux, si vous regardez l'Afghanistan, tout est lié en général au Turkménistan. Hein. Le Turkménistan, c'est un État qui a beaucoup de réserves, hein, qui a 50%, plus de 50% musulmans, 40% russes, je crois, parce qu'il y avait eu beaucoup de gens qui ont été dégagés par là-bas. Hein.
Donc c'est un État qui est devenu indépendant, et c'est un des rares États qui est devenu indépendant à l'époque de Mitterrand, hein. Alors il est devenu indépendant, pourquoi cet État? J'ai la carte, hein, devant moi, hein, sur Internet. Alors c'est parce qu'à l'époque, il y a eu un coup d'État qui a été fomenté, il y a eu un passage de, ils sont sortis du giron, on va dire, russe, hein. Ils sont sortis du giron russe grâce à une espèce de pression américaine avec l'aide des services secrets israéliens. Pourquoi israéliens? Pourquoi parce qu'il y a des minorités dans toutes ces régions-là, il y avait des minorités commerçantes juives et qui sont implantées un peu partout. Il y en a au Kazakhstan, il y en a au Turkménistan, il y en a partout, il y en a en Géorgie, il y en a partout, hein. Les Juifs sont un peuple de commerçants, un peuple qui a bougé, bon, qui a eu des pogroms, qui est parti, mais qui a des communautés un peu partout. Donc ils sont appuyés, les Américains se sont appuyés sur la minorité juive turkmène pour prendre le pouvoir, pour prendre un peu de pouvoir, pour aider à la prise de pouvoir du président Saparniarat Niazov. Saparniarat Niazov, c'est un malade mental, hein, qui est passé entre le joug russe ou Saparniarat Niazov, je ne sais pas ce qui est le mieux, on va dire, hein. Je ne suis pas là pour juger, mais Saparniarat Niazov est un malade, était un malade, un mégalomane qui a fait construire des statues de lui, et qui est vite allé en France pour aller chercher des aides en Occident, et dire oui, je voudrais qu'on m'aide. Alors les Américains sont installés là-bas, ils ont commencé à s'occuper du gaz, s'occuper du pétrole pour essayer d'extruder. Donc le pays leur appartenait, hein. Donc il y a toutes les réserves de gaz, hein. Les Russes ont perdu, hein, ce pays qui est un pays très très important au niveau gaz et pétrole. Et Saparniarat Niazov, qui était un espèce de malade, un espèce de grand mec malade, musulman, mais mégalomane, euh, il est allé racoler tous les pays occidentaux pour essayer de dire venez m'aider, tout ça. Alors ils sont venus l'aider, alors c'est là pourquoi Bouygues est arrivé, Bouygues a construit tout le pays, hein. Donc Bouygues s'est enrichi, s'en est mis plein les poches, hein. Tant mieux, ça l'a arrangé, hein. Donc ils ont fait construire regardez le Turkménistan, vous verrez, c'est dans un désert, alors, parti, hein. Il y a des espèces de bâtiments géants qui ont été construits avec l'argent du gaz, avec l'argent du pétrole. Le mec est une espèce de dictature, mais bon, on ne peut pas critiquer parce que s'il n'était pas en dictature, il ne serait pas resté non plus. Ce sont des peuples avec des mentalités très particulières. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle le Runama, hein. Alors, tous les mecs qui venaient faire du boulot là-bas, tous les Occidentaux, les Américains, avaient comme obligation, quand ils devaient travailler dans le bâtiment, ou travailler dans le pétrole, travailler dans le gaz, toutes les sociétés devaient, les premières qui y arrivaient, hein, devaient traduire dans la langue de leur pays le Ruanama, hein. Donc ça permettait en même temps au président d'avoir de l'argent. Alors, les gens devaient payer une fortune ces traductions, hein. Et comme ça, lui était fier de dire mon livre est traduit dans le monde entier. Donc c'était un espèce de mégalomane à des grandes statues en or de lui partout. Il y a un côté comique, hein, dans l'histoire, mais c'est un pays qui est resté indépendant. Et puis les gens essayaient de lui prendre son gaz, les Occidentaux ont réussi à lui prendre son gaz et le pétrole, et ça a échappé au giron russe, hein. Sauf que le gros problème, c'était impossible de l'extruder, ce pétrole et ce gaz, hein. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est que les Russes, ils bloquent. Alors, ils bloquent, j'ai la carte en face de moi, ils bloquent la mer Caspienne, hein, avec l'Azerbaïdjan qui est un peu avec les Russes, hein, et toute la fédération de Russie bloque, hein, avec l'Iran en bas. Il y a impossibilité, hein, de sortir ce gaz et ce pétrole du Turkménistan, hein. Donc là, parce que les Russes empêchent le passage des gazoducs, empêchent le passage des Russes, c'est chasse gardée russe. Ça leur permet, justement, en empêchant le Turkménistan de passer, là, de maintenir des coûts élevés de leur gaz et de leur pétrole qu'ils vendent à l'Europe, hein, et à la Chine, indépendamment. Donc voilà. Et comme le Kazakhstan est aussi avec les Russes, hein, et donc, parce qu'il y a une grande minorité russe au Kazakhstan, qui est au-dessus du Turkménistan, donc il y a impossibilité pour que le Turkménistan de sortir son gaz. Donc la seule façon dont les Occidentaux avaient, c'était de passer par l'Afghanistan. Évidemment, quand on passe par l'Afghanistan, on essaye d'avoir c'est des tribus, hein, donc on essaie d'avoir la majorité des tribus avec soi, mais à l'autre partie, on va dire la grosse minorité des 40%, n'est pas contente de ne pas être avec les autres. Et bien là, tu as les Russes et les autres qui vont financer on va dire les tribus afghanes qui ne sont pas au pouvoir, qui ne sont pas avec les Occidentaux, pour faire des attentats
Et puis on finance aussi des mecs, on finance le terrorisme, on finance justement pour éviter, pour empêcher l'extrusion par les gazoducs et les oléoducs on va dire, des énergies fossiles du Turkménistan. Alors c'est vraiment le Turkménistan qui était le nœud, hein, là-bas, le nœud gordien, c'était récupérer ces nœuds, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre, il y avait la guerre, c'était récupérer le gaz et le pétrole turkmène, hein, c'est énorme. Hein. Vous regardez le Turkménistan sur Google Earth, vous verrez, c'est du désert avec des raffineries sur tout le long de la côte, c'est vraiment très particulier, c'est un état qui est basé sur le pétrole, hein, c'est assez impressionnant. Donc après, on ne peut sortir ça que par on va dire l'Afghanistan, hein, le descendre vers le bas et repasser après par la mer. Et après, c'est quand même gênant parce que l'Iran bloque d'un côté. Hein, comme je dis, c'est le verrou irano-russe. Hein. C'est pour ça que les Américains essayent tout le temps de déstabiliser l'Iran. Hein, mais l'Iran est tenu avec les Russes et soutenu par les Russes pour la bonne raison que c'est grâce à la pince, au verrouillage irano-russe, que les Russes peuvent continuer à vendre leur gaz à un prix élevé et donc financer la construction de leur pays. Hein, parce que le Russe, bon, lui, il a un pays l'un des plus riches au niveau de la Terre, on va dire. Hein, mais il n'a pas besoin, si vous voulez, au niveau industriel, de faire des efforts. Alors il va chercher l'Allemagne, il va chercher des entreprises européennes pour rénover, pour faire on va dire de la technologie, de la haute technologie, pas dans l'armement, il se garde pour lui. Hein. Mais tout ce qui est production, technologie, machin, il met les Allemands, il met les Français, il met toutes les entreprises qui travaillent pour lui, puis qui payent bien grâce à l'argent qu'il récupère dans le monde entier, en vendant son gaz et son pétrole. Donc voilà l'histoire du Turkménistan et c'est pour ça qu'il y a eu cette guerre en Afghanistan. Alors comme je disais au mec qui faisait la guerre là-bas, j'ai dit mais vous combattez pas l'obscurantisme des islamistes et le terrorisme, vous combattez pour chauffer la vieille dame l'hiver hein, grâce au gaz et que l'ambulance puisse arriver grâce au pétrole au lieu de l'accident. C'est un combat qui est aussi noble. Donc voilà un peu sur le Turkménistan. Alors ce problème de la Caspienne pose aussi un autre problème. Hein. Là, je parle de l'est de la Caspienne, donc, qui va vers la Chine, mais je vais parler aussi de l'ouest de la Caspienne, hein, avec ma petite carte hein, sur les yeux, avec l'Azerbaïdjan, le Daghestan, la Tchétchénie, la Géorgie, l'Arménie. Tout ça, c'est des blocages, et vous voyez que c'est des zones instables. Alors c'est des zones instables, pourquoi? Avec des tentatives de révolution par les Américains, hein, avec l'Ossétie par exemple, vous voyez, les Russes qui essayent aussi de bloquer, qui essayent d'empêcher justement qu'il y ait un couloir qui s'ouvre, parce que les Américains, en étant là-bas, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de déstabiliser toute cette région entre la Caspienne et la mer Noire, tous les problèmes en Ukraine actuellement, pour en cas où une république, on va dire, caspienne Est, donc Turkménistan, ou éventuellement le Kazakh ne tombera pas, mais le Turkménistan tombe, pouvoir acheminer tous ces gaz, même si pouvoir acheminer toutes ces matières, tout ce pétrole et ce gaz vers l'Europe, hein, d'où la guerre tous ces conflits pour les gazoducs et les oléoducs. Donc c'est pour ça que vous avez les conflits en Tchétchénie. Hein. Pourquoi? Parce que le conflit en Tchétchénie, c'est des mecs qui sont quand même... C'est sûr qu'avoir le joug russe, soviétique, le joug russe sur le dos, ils sont pas sympas les Russes, hein, quand vous les avez sur le dos. C'est des gens durs, ils viennent entre Russes, et puis si vous n'êtes pas russe, ils ne vont pas forcément vous faire monter. Hein, ils sont très... sans être racistes, ils sont très nationalistes, conservateurs, monolithiques, durs quand ils arrivent quelque part. Donc c'est sûr que les mecs veulent être indépendants, et là-dessus les Américains essayent de fomenter des révolutions. Alors il y a tout le temps eu ces conflits, donc c'est pour ça qu'il y a Tchétchénie, c'est pour ça qu'il y avait problème en Ossétie, hein, si vous avez remarqué. Hein, Ossétie, les Américains étaient là-bas à envoyer des mecs en formation en Ossétie. Alors ça, ils ne le disent pas, mais ils ont envoyé des mecs là-bas. Alors ils essayent tout le temps de toute cette région de la déstabiliser pour pouvoir saper, vous allez faire un travail de sape et pour pouvoir essayer progressivement. Ils ont déjà la Géorgie avec eux, vous voyez, mais il leur reste toute la frange caspienne à passer qui leur permettrait d'accéder au Turkménistan. Manque de peau, hein. Écoutez bien, le Turkménistan est retombé il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, hein, avec la mort de Sapar Niarat Niazov, hein, et il est retombé dans le giron russe. Hein, donc maintenant, il n'y a plus d'intérêt. Mais
comme c'est des régions instables, ils espèrent tout le temps pouvoir dégager du gaz de là-bas. Et puis comme les Russes ne sont pas non plus fermés à des collaborations, il y a tout le temps moyen, mais pas pour les Européens, peut-être moins pour les Américains, bon, parce qu'il y a quand même une guerre froide, bon, on ne sait jamais. Donc les Américains essayent de créer tout le temps des petits problèmes dans cette zone-là. Alors les problèmes avec les Tchétchénies actuellement, il y a moins de problèmes, mais il y a moins de problèmes aussi parce qu'il n'y a plus à extraire du gaz, vu que le Turkménistan est tombé. Vous voyez, il y a toute cette zone entre la mer Noire et la Caspienne, qui était une zone très instable où les Américains ont essayé à chaque fois, hein, les Américains et un peu les Occidentaux poussés, de créer un passage, un corridor pour faire venir des gazoducs et des oléoducs éventuellement hein, pour pouvoir acheminer directement l'Europe et pas faire de grands tours, hein, ça deviendrait instable. Voilà, et contourner le verrou irano-russe hein, qui bloque, parce qu'ils ne sont pas gentils non plus, les Américains, avec les Iraniens bloquent. Alors il y a un embargo sur l'Iran. Je vais pas juste un petit peu d'Iran, j'avais étudié les chiffres, parce qu'on dit que je suis inculte, hein. J'explique que je ne suis pas inculte du tout, ça fait plusieurs dizaines d'années que j'écoute ça, et bien avant qu'il y ait tous les... Je me renseigne là-dessus, qu'il y ait Internet et tous ces sites. Hein. Donc, euh, sur l'Iran, et sur l'Iran, on ne voyait pas forcément où allait le pétrole iranien, par exemple, le gaz iranien. Alors souvent, il est acheminé il est vendu à la Russie, par exemple, donné à la Russie, qui l'utilise pour eux, alors parce qu'il y a un embargo. Et en fin de compte, le pétrole iranien, le gaz iranien, comme il y a un embargo, est souvent rebalancé en Chine ou ailleurs. Hein. Mais on ne le voit pas arriver. Hein, c'était comme donc ça ne se voit pas hein, quand il y a des passages, quand ça donne. C'est-à-dire que ça passe par la Russie. Et après, c'est du gaz russe, si vous voulez, c'est du pétrole russe. L'Iran est censé vendre son pétrole à la Russie, par exemple, mais en vérité, elle vend son pétrole à... Si vous voulez, l'Iran vend son pétrole à la Russie, et la Russie vend son pétrole à la Chine. Donc, en fin de compte, ça fait les vases communicants. En fin de compte, c'est comme si c'est du pétrole iranien qui allait en Chine, si vous voulez. L'Iran subit un blocus, mais ne subit pas un blocus. Hein. Alors, sur les papiers, il y a un blocus, mais dans la réalité, il n'y a pas de blocus. Alors, il y a des blocus pour des choses débiles, dans le genre mon livre de musculation, par exemple, j'avais des collègues iraniens qui me demandaient mon livre, et impossible de leur faire livrer mon livre ou de leur envoyer parce qu'il y a un blocus sur les livres avec l'Iran, vous voyez, Europe, Iran. Donc mon livre n'accède pas en Iran, donc il a été copié en Iran par un gentil garçon qui organise des championnats de taekwondo, je ne me souviens plus, oui, parce qu'ils sont très branchés en sport avec les nanas aussi, tout, c'est pas du tout ce qu'on croit. L'Iran c'est islamiste, c'est islamique, c'est une religion, c'est musulman, hein, comme tout le monde le sait, mais ça n'a rien à voir avec les Saoudiens. Je fais des petits passages comme ça, parce que moi j'ai bossé avec les Iraniens. L'Iranien c'est de la bourgeoisie de ville, hein, c'est comme en France, c'est de la bourgeoisie de ville, hein, même qui méprise un peu on va dire les gens de la campagne. Donc il y a une espèce d'oligarchie de ville bourgeoise, hein, c'est un très vieil État, hein, donc c'est un peu un caste, des castes, ça ressemble un peu à la France au niveau de la bourgeoisie, même si c'est musulman, hein, c'est musulman, mais il y a des femmes, si vous regardez, il y a des femmes qui travaillent, elles ont le voile et tout, mais elles travaillent, elles ont des postes, c'est pas l'Arabie Saoudite. Hein. Mais il y a une espèce de mépris entre les gens de la campagne et la bourgeoisie, c'est pour ça que la révolution avait pris facilement, c'était une révolution hein, islamiste, mais c'était surtout une révolution, on va dire, contre la bourgeoisie, hein. Des gens de la campagne contre la bourgeoisie, c'était avant tout ça. Il faut remettre les choses à leur place. Hein. Effectivement, ça s'est appuyé sur la religion musulmane, mais il y a ce problème-là, il y a des problèmes qui sont spécifiques à des régions. Vous n'avez pas de bourgeoisie en Arabie Saoudite, si vous voulez. Vous avez des royautés, des rois, des princes, des familles, c'est des bédouins, hein. C'est encore autre chose. Donc voilà. Et ça, les Français ne le savent pas. Hein. Beaucoup de Français ne le savent pas. Hein. Et moi, j'ai travaillé avec les Iraniens. À l'époque, quand ils faisaient de l'architecture, c'est moi qui m'occupais de faire les plans. Donc j'avais Hachemi qui faisait les plans, qui avait l'argent, et puis je bossais avec lui. Un mec adorable. Donc voilà. Donc voilà un peu le problème de l'Asie centrale. Voilà, c'était le problème iranien, turkmène. Alors, est-ce que j'ai parlé de tout? Alors oui, le Turkménistan, comme je disais tout le temps, il est retombé aux mains des Russes, hein, parce qu'il y a eu le nouveau président qui s'appelle... alors attends, son nouveau, je l'ai noté parce que c'est des noms à n'en plus finir. Euh,
Gurbanguly Berdimuhamedov. Alors lui, maintenant, il est avec les Américains. Avec les Américains, il est avec les Russes, lui, maintenant. Il est pro-russe, donc c'est pour ça que le Turkménistan, maintenant, n'appartient plus, n'est plus sous domination européenne, occidentale, on va dire, avec essentiellement les Américains. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le nouveau président. Alors, c'est des présidents... c'est pas des présidents... C'est particulier, quoi. C'est de la dictature, un peu. Mais bon, voilà comment ça se passe. Donc maintenant, il est passé au Turkménistan est repassé avec les Russes. Donc quand il est repassé avec les Russes, je le redis encore, mais moi quand j'ai entendu qu'il y avait un changement de président, j'ai dit les Américains vont partir, et puis ça n'a pas tardé, les Américains non, on va partir maintenant, notre guerre contre l'obscurantisme et contre les talibans, c'était les talibans, voilà, est terminée. C'était juste, toute cette guerre qu'il y avait en Afghanistan, c'était juste en vérité, la cause de la guerre, c'était extrusion du pétrole et du gaz turkmène. Je le répète, extrusion du pétrole et du gaz turkmène, qui est une noble cause, parce qu'on se chauffe avec ça. Alors, plus l'Allemagne, il y avait Molotov, il y avait toutes les qui étaient derrière aussi, plus l'Allemagne que la France. Mais voilà, bon, alors après, la France a récupéré la Libye avec les accords, les Américains qui ont dit, récupère, avec les Italiens, récupérer les réserves à Kadhafi. Il y a aussi les Algériens, tout ça. La France n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, tout ça. Alors, c'était les Américains en Afghanistan, il y avait quelques compagnies européennes comme MOV, un peu les Hongrois, mais ils étaient forcés d'y être parce qu'ils aiment bien les Russes. Les Hongrois, Orban est un copain à Poutine, il l'aime bien en tout cas, il est en admiration devant Poutine. Il y avait les Autrichiens avec pareil aussi, qui sont eux, qui étaient un peu derrière les Américains avec leur en Afghanistan, parce qu'ils ont intérêt. C'est simple, tous les pays d'Europe qu'on retrouve en Afghanistan, c'est des pays qui ont en général des intérêts en Afghanistan. Plus il y a de soldats en Afghanistan, plus il y a d'intérêts là-bas. Alors ça peut être des intérêts, on va dire, pas directs et indirects, pas directs et indirects, mais en général c'est qu'on a des intérêts caloriques, des intérêts économiques gaziers. On ne fait jamais une guerre pour le bien, comme on dit, contre l'obscurantisme, comme Bernard-Henri Lévy. On va dire Bernard-Henri Lévy, si vous voulez, il était encore en Ukraine pour ces raisons-là, parce qu'il y a encore espoir qu'un jour ou l'autre, comme c'est des régions instables, une de ces républiques, on va dire, oscillant tombe. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de tout faire passer par la mer Noire, par l'Europe centrale, mer Noire, Caspienne, Asie centrale, Caspienne, vous voyez, en passant par Géorgie, le terminal de Bakou qui est en Azerbaïdjan, si jamais ça tombe bien au-dessus. Il y a tout le temps espoir, c'est des régions instables. Mais bon, de moins en moins maintenant. Donc voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai parlé de tout, le gars, Turkménistan? Actuellement, le Kazakhstan qui est au-dessus est un pays qui se développe à fond la caisse aussi, l'Asie centrale, beaucoup de réserves aussi. C'est un véritable Eldorado. Tous les Russes y sont. Ça se développe à fond. Et puis après, c'est direct. La Russie est en train de balancer tout ça, toutes ces réserves les gère et va les balancer sur la Chine aussi, qui en a besoin et qui les achète à bon prix. Donc la Russie est en train de s'en mettre plein les poches. Et c'est ce qui gêne l'Amérique, c'est que la Russie devient, grâce à Poutine, de plus en plus puissante avec des accords avec la Chine, des accords avec l'Allemagne. On se retrouve avec une grande superpuissance, avec on va dire des accords énergétiques et puis des accords économiques, d'aide économique entre la Russie qui bosse avec la Chine, qui échange matières premières contre l'agriculture. Les Chinois, par exemple, se mettent à rentabiliser certaines zones de l'Est de la Chine. Et puis l'Allemagne, par exemple, qui, elle, achète beaucoup de gaz à la Russie, et qui, en échange, comme ce sont des ingénieurs, ils modernisent toute la Russie, donc ce sont des grands accords. Et l'Amérique est en train de voir, justement, actuellement, un problème, c'est qu'il y a une espèce de superpuissance russe, allemande, parce que l'Allemagne sont le deuxième pays exportateur après la Chine, je crois. C'est vraiment énorme, très très grande économie. Et la France, elle, se met avec l'Amérique parce qu'elle voit qu'elle est en train de perdre sa place au niveau
au niveau déjà européen, hein, au mondial, elle l'a pas pris, mais au niveau européen, la France est en train de chuter parce que c'est l'Allemagne qui monte. Quand il y en a qui monte, l'autre descend. Donc c'est l'Allemagne qui devient vraiment le maître de l'Europe, comme j'avais expliqué, parce qu'ils ont récupéré toute l'Europe centrale pour faire la production. Hein. Ils vont récupérer l'Ukraine de l'Ouest, pour faire les productions à 200 euros. La conception est faite par les PME en Allemagne. Hein. Et puis voilà, elle reçoit l'énergie russe, et puis en même temps, elle travaille en direct avec la Russie. Hein. Elle va sûrement lui filer la haute technologie, puis aussi rentabiliser les terres ukrainiennes pour pouvoir faire de l'exportation agricole aussi vers la Russie. Et puis après, une modernisation dans la Russie un peu. On arrive vers une espèce de grande Europe. Hein. La Russie n'est plus ce que c'était. Hein. C'est plus une dictature. Alors, quand on ne touche pas au gaz et au pétrole, en Russie, on peut tout faire. Ah, le problème, c'est qu'au niveau législatif, ils ne sont pas encore au point. Parce que la Russie, c'est un pays où c'est parole. Hein. C'est parole entre mecs. Hein. Donc, si tu n'as pas de toit, comme ils disent, de protection, tu n'es rien. Mais ça commence à venir. Là, les mecs commencent à avoir une législation, commencent à avoir un contrôle juridique à l'européenne. Et comme les industries européennes commencent à venir. Ça affole un peu la Russie pour ça. Donc voilà. Donc c'était un peu de géopolitique. Hein. Donc je parlais un peu du problème d'Asie centrale, qui est du problème turkmène. Alors n'oubliez pas que le turkmène est maintenant retombé chez les Russes, mais pendant très longtemps, ça a été le véritable problème. Hein. Toutes les guerres Tchétchénie, Ossétie, tout ça, c'était dans le but d'évacuer les énergies fossiles turkmènes qui étaient tombées avec les Occidentaux via l'aide des services secrets israéliens. Alors, c'était dans le Quid, hein, ça. Alors ça, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait le Quid. Le Quid, c'était un gros truc en papier comme ça qui était fait par, je ne me souviens plus, c'était vraiment très très intéressant. Et on y apprenait plein de trucs très intéressants et limite des secrets. Alors on savait qu'il y avait des bases américaines au Turkménistan, c'était inscrit que dans le Quid, hein, le Quid, avant tout ça. Et donc base américaine au Turkménistan, il faut le faire, hein, en plein milieu, coincé entre l'Iran et la Russie, et l'Empire russe, avec ses républiques indépendantes, mais satellites. À l'époque, c'était soviétique, je crois même encore. Moi, je suis vieux de la vieille. Donc, c'est tombé via l'aide, hein, de la minorité juive qui était implantée là-bas, et grâce à l'aide israélienne. Et c'était marqué dans le Quid. Hein. C'était marrant parce que je sors pas de. Il y a d'où il sort ça, connard. Je sors pas ça, connard. Je lis des livres. Ça fait longtemps que je lis ça. Je crois même que les Quid n'existent plus. Je sais même plus. Et donc voilà, c'était inscrit dedans. Donc voilà un peu sur les petites histoires de Fred de Lavier. Dans le Quid, on apprenait aussi des choses très intéressantes. Je fais une petite diversion parce que moi j'ai vécu en Europe centrale. Donc en Roumanie à l'époque de Ceausescu. Il fallait payer, je ne me souviens plus, quand un Roumain voulait quitter la Roumanie, pour l'empêcher de partir, il était obligé de payer un visa très très cher. Hein. Alors, c'est pour les gens qui veulent rigoler. Alors, le Roumain de base qui voulait partir, alors je ne sais pas, il était à 100 $, on payait en dollars, pas en lait à l'époque. Le Roumain de base était à 100 $. Le Tzigane n'avait pas à payer de visa, ça veut dire qu'à l'époque, t'es Tzigane, tu dégages, on ne veut pas de chez toi. Alors c'était un peu comme maintenant, hein, comme il y a beaucoup de Tziganes en Roumanie. À l'époque, il y a Ceausescu, hein, donc il n'avait pas de visa payé, il pouvait directement dégager du pays, mais je ne pense pas qu'on lui ouvrait les frontières pour le retour. Donc il n'avait pas de visa payé, le Roumain on le gardait à la maison, et le Juif, hein, donc le Juif roumain, il y avait une grosse minorité juive roumaine, lui, il était à 1000 $, un truc comme ça, et comme ça veut dire que ça permettait à l'État à l'époque de Ceausescu, c'était Israël qui allait sûrement financer, de récupérer de l'argent en vendant les Juifs assez cher, je sais même peut-être plus cher, à Israël. Donc on apprenait des choses dans le Quid sur la mentalité roumaine, vous voyez, c'était marrant. Donc voilà. Donc c'était Fred de Lavier. Écoutez, j'espère que vous avez appris des trucs intéressants. Je parle un peu de ma vie, j'avais un peu de trucs. Bon, c'est un peu fouillis, mais on apprend des trucs. Allez, salut, à bientôt.